7 janvier 1945. La forêt des Ardennes est ensevelie sous près d'1 mètre de neige, mais à l'intérieur de la tente de presse britannique, l'atmosphère est électrique. Le maréchal Bernard Law Montgomery se tient devant une grappe de microphones. Les appareils photo crépitent d'illuminant ses traits acérés semblables à ceux d'un faucon. Il sourit. Ce n'est pas le sourire fatigué d'un commandant qui vient de survivre à la bataille la plus sanglante de la guerre, mais le rictus arrogant d'un homme convaincu d'être le plus intelligent de la pièce. Il explique aux journalistes que la bataille des Ardennes fut l'une des plus complexes qu'il ait jamais eu à gérer. Il parle des troupes américaines, non pas comme d'alliés, mais comme d'enfants qu'il aurait dû sauver. Il emploie le mot « je » encore et encore. J'ai engagé toute la puissance disponible, je l'ai jetée dans la bataille, avec fracas. Aux journalistes qui noircissent frénétiquement leurs carnets, cela ressemble à un discours de héros. Mais à 300 mètres de là, au quartier général suprême des forces alliées, le général Dwight D. Eisenhower ne sourit pas. Il tient la transcription du discours et ses mains tremblent d'une rare fureur froide. Depuis 3 ans, Eisenhower joue le rôle de pacificateur. Il a toléré les insultes, il a avalé son orgueil. Mais aujourd'hui, la patience est épuisée. Montgomery se croit intouchable. Il ne réalise pas qu'il vient de signer son propre arrêt de mort professionnel. Le stylo glisse déjà sur le papier. Pour comprendre pourquoi cette conférence de presse fut une note de suicide, il faut regarder le mariage toxique entre les commandements britanniques et américains. C'était une alliance née de la nécessité, non de l'amitié. D'un côté se trouvait Dwight Eisenhower, Ike, homme du consensus politicien en uniforme, dont le génie consistait à empêcher une coalition massive de se déchirer. Il voyait la guerre comme un sport d'équipe. De l'autre côté se trouvait Montgomery Monty Hérault, d'El Alamein, brillant méthodique et atteint d'un narcissisme si profond qu'il déconcertait son entourage. Monty ne voyait pas la guerre comme un sport d'équipe. Il la voyait comme une performance en solo, où il était la vedette et les Américains les seconds rôles. Il considérait ouvertement Eisenhower comme un amateur en stratégie, un brave type qui devrait se cantonner à la logistique et laisser les vrais soldats mener les combats. Pendant des mois, à l'approche de 1945, la tension avait mijoté. Monty exigeait le commandement total de toutes les forces terrestres, demandant de fait à Eisenhower de se rétrograder lui-même. Washington détestait Monty. Churchill devait constamment intervenir pour le sauver. Mais Eisenhower l'avait toujours protégé, convaincu que le talent tactique de Monty valait bien ses maux de tête. Les Américains fournissaient l'acier. Les Britanniques fournissaient l'expérience, tel était l'accord. Mais à l'hiver 1944, l'équilibre des forces avait changé. L'élève était devenu le maître, et le maître refusait de l'admettre. Puis vint la neige. Durant les semaines glacées de décembre, à l'intérieur de sa remorque tactique mobile, Montgomery vivait dans une réalité qu'il s'était lui-même construite. Il croyait sincèrement être le seul homme capable de sauver l'Alliance. Il regardait les cartes du front occidental et voyait partout l'incompétence américaine. Il voyait les forces du général Omar Bradley trop dispersées. Il voyait l'agressivité de Patton comme un pari insensé. Dans l'esprit de Monty, le chaos de la guerre était le résultat direct de la stratégie du front large d'Eisenhower. Il s'asseyait avec sa tasse de thé entourée de portraits de généraux ennemis qu'il avait vaincus, convaincus que le destin l'appelait à prendre les rênes. Il écrivait à ses supérieurs à Londres pour affirmer que les Américains étaient inutiles sans sa direction. Il n'agissait pas par malveillance,
mais par une conviction aveuglante et absolue d'avoir raison. Il se croyait indispensable. Il pensait que les Américains avaient un tel besoin de lui qu'il supporterait n'importe quelle insulte, n'importe quelle exigence, simplement pour le garder sur le terrain. Il supposait qu'Eisenhower était trop faible, trop politique pour jamais le renvoyer. C'était une croyance née de l'hubris. Il avait oublié que même le plus grand des généraux n'est au final qu'un soldat, et que chaque soldat répond à quelqu'un. Il ne voyait pas le couteau suspendu au-dessus de sa tête. La crise qui déclencha l'explosion commença le 16 décembre 1944. Les Allemands lancèrent une offensive surprise massive. À travers les Ardennes, la bataille des Ardennes. L'attaque fracassa les lignes américaines, créant un profond saillant qui sépara physiquement le quartier général du général Omar Bradley, au sud de ces deux armées géantes, la première et la 9e au nord. Les communications furent coupées. Le chaos régna. Eisenhower prit une décision pragmatique et difficile. Il regarda la carte et vit que Bradley ne pouvait plus commander les troupes du Nord. Avalant son orgueil, Eisenhower ordonna le transfert temporaire de ses 200 000 soldats américains sous le commandement de Montgomery. C'était une décision purement militaire, destinée à assurer l'unité de commandement en pleine crise. Pour Omar Bradley, ce fut une humiliation céder ses hommes à son rival britannique ressemblait à une rétrogradation. Pour George Patton, c'était une trahison. Les généraux américains étaient furieux, mais ils obéirent. Ils s'attendaient à ce que Montgomery agisse en gardien provisoire, en intendant temporaire respectant la chaîne de commandement américaine. Ils attendaient du professionnalisme. À la place, ils reçurent une leçon. Montgomery n'arriva pas discrètement au quartier général américain. Il y fit irruption comme un seigneur féodal, visitant un village de paysans. Il entra d'un pas raide dans la salle des opérations de la première armée américaine, refusant de croiser le regard des officiers américains, épuisés. Il rejeta immédiatement leur plan défensif. Il réorganisa leurs lignes. Il stoppa leur contre-attaque. Il s'adressait à des généraux américains chevronnés, comme s'ils étaient des cadets ayant échoué à leur premier examen. « Je vais remettre de l'ordre dans ce bazar », aurait-il déclaré une phrase qui brûla l'âme de l'état-major américain. Il refusa de se déplacer pour rencontrer Bradley, obligeant le commandant américain à venir à lui. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin, Monty se montra condescendant, donnant à Bradley des leçons de tactique élémentaire, tandis que le général américain grinçait des dents dans un silence forcé. L'atmosphère dans le camp allié devint empoisonnée. Des officiers américains commencèrent à discuter ouvertement de la question, de savoir s'ils préféraient combattre les Allemands ou les Britanniques. Mais Monty resta aveugle à cette hostilité. Il prit leur silence pour de l'approbation. Il prit leur discipline pour de la soumission. Il stabilisa effectivement le front nord, c'est indéniable. Mais ce faisant, il détruisit les derniers restes de bonne volonté qu'il entretenait avec ses alliés. Il gagnait la bataille sur les cartes, mais perdait la guerre dans les états-majors. Et il décida ensuite de s'en vanter. La conférence de presse du 7 janvier fut l'étincelle qui fit exploser la poudrière. Les transcriptions sont accablantes. Montgomery se présenta devant le monde et livra une version de la bataille des Ardennes, frôlant la fiction. Il décrivit la bataille comme l'une des plus intéressantes et complexes qu'il ait jamais dirigées, banalisant ainsi une lutte désespérée, où 19 000 Américains avaient trouvé la mort. Il mentionna à peine la défense héroïque de Bastogne par la 100e division aéroportée américaine. Il ignora la marche épuisante de Patton depuis le sud. À la place, il peignit un tableau où les Américains s'effondraient jusqu'à ce que lui, le maître britannique, intervienne pour les sauver.
La presse britannique, avide d'une victoire, s'en délecta. Les gros titres à Londres hurlaient « Monty sauve les Yankees ». Lorsque la nouvelle parvint au général Bradley, celui-ci dit à Eisenhower qu'il préférerait démissionner plutôt que de servir de nouveau sous les ordres de Montgomery. Patton exigea d'être lâché. Toute la structure de commandement américaine entra en révolte. Ils avaient saigné pour chaque centimètre de neige dans les Ardennes, et voilà que cet homme revendiquait leur sacrifice comme s'il s'agissait de son propre exercice tactique. L'illusion d'une alliance unie vola en éclats. Eisenhower comprit qu'il ne pouvait plus transiger. La scène dans le bureau d'Eisenhower fut silencieuse. Il n'y eut ni cri, ni objet lancé, seulement le grattement d'un stylo sur le papier. Eisenhower était assis à son bureau, le visage fermé comme la pierre. Il en avait fini avec la politique. Il en avait fini avec l'apaisement. Il sortit une feuille et commença à rédiger un message à destination du général George Marshall à Washington. Les mots qu'il écrivit étaient un froid précis et définitif. Il détaillait la rupture de confiance. Il expliquait que la structure de commandement actuelle était devenue ingérable. Puis il formula l'ultimatum qui allait changer l'histoire si l'attitude de Montgomery ne changeait pas, ou s'il n'était pas relevé de son commandement, lui Eisenhower démissionnerait. L'équation était simple, lui ou moi. Ce n'était pas un bluff. Eisenhower offrait au chef d'état-major interarmé le choix entre le commandant suprême de toutes les forces alliées et un maréchal de terrain difficile. Il montra le brouillon au chef d'état-major de Montgomery Freddy de Guingamp. En lisant ces lignes, le sang se retira de son visage. Il regarda le papier puis Eisenhower et comprit la vérité terrifiante. Eisenhower ne demandait pas des excuses. Il se préparait à renvoyer le général le plus célèbre de l'Empire britannique. L'ordre était prêt à partir. Freddy de Guingamp quitta précipitamment le bureau et traversa une tempête de neige pour rejoindre le quartier général tactique de Montgomery. Lorsqu'il arriva, Monty était aussi jovial que d'habitude, totalement inconscient de la tempête qu'il avait déclenchée. Guingamp ne perdit pas de temps. Il abattit sa main sur la table et intima à Monty de se taire. « Ike va vous renvoyer, dit-il, et il a le soutien total de Washington et de Londres. » Pendant un instant, Monty éclata de rire. Il n'y croyait pas. « Ike ne ferait jamais ça, il a besoin de moi, » répondit-il. Guingamp secoua la tête et décrivit la lettre puis le regard d'Eisenhower. Il dit à Monty que même Winston Churchill ne pourrait pas le sauver cette fois-ci. La réalité frappa Montgomery comme un coup physique. Le rictus disparut. Il s'affaissa sur sa chaise, soudain petit et vieux. Pour la première fois de la guerre, le grand maréchal était terrifié. Il comprit qu'il avait tout mal calculé. Il n'avait pas affaire à un politicien faible, mais à l'homme le plus puissant du monde occidental, et il l'avait poussé un pas trop loin. Le silence dans la remorque fut absolu. L'homme indispensable était sur le point d'être écarté. Pourquoi en était-on arrivé là? Le conflit ne se résumait pas à une affaire d'ego. Il s'agissait du déplacement des plaques tectoniques de la guerre. En 1942, la Grande-Bretagne était le partenaire senior fournissant l'expérience et les bases. Mais en 1945, les États-Unis apportaient 80% des hommes, 90% de l'équipement et presque tout le pétrole. Montgomery menait une guerre de 1942 dans une réalité de 1945. Il n'avait pas compris que le commandement suprême était autant une entité politique que militaire. La mission d'Eisenhower était de maintenir l'alliance. En humiliant publiquement l'armée américaine, Monty n'avait pas seulement insulté des soldats. Il avait menacé la stabilité politique de la coalition.
Il força Eisenhower à choisir entre sa propre armée et son allié britannique. Et lorsqu'il dut choisir, Eisenhower choisit ses propres hommes. Ce fut un échec d'intelligence émotionnelle. Monty traitait la guerre comme une partie d'échecs, où seuls les coups comptaient. Eisenhower la traitait comme une entreprise humaine, où le moral et la confiance étaient les véritables munitions. Monty pouvait déplacer les pièces, mais il avait oublié qu'il ne possédait pas l'échiquier et que celui-ci était sur le point d'être renversé. Le lendemain matin, une lettre arriva sur le bureau d'Eisenhower. Elle était écrite de la main de Montgomery. Elle n'était ni arrogante ni exigeante. C'était une capitulation totale et sans condition. « Cher Ike, disait-elle, je suis affligé que ma note ait pu vous contrarier. Je suis votre très dévoué subordonné. » Il promettait de faire tout ce qu'Eisenhower souhaiterait. Il la signait « Votre très dévoué serviteur, Monty ». Ce fut le moment le plus humiliant de la vie de Montgomery. Il dut supplier pour conserver son poste. Eisenhower lut la lettre. Il ne triompha pas. Il ne célébra pas. Il se contenta de hocher la tête, prit l'ordre de révocation qu'il avait rédigé et le plaça dans son dossier secret. Il envoya une réponse acceptant les excuses, mais sur un ton froid, professionnel et distant. La crise était évitée. La presse fut informée que tout allait bien. L'alliance tint, mais l'amitié était morte. Eisenhower ne fit plus jamais confiance à Montgomery. Leur relation devint purement fonctionnelle. À partir de ce jour, Eisenhower s'appuya davantage sur Omar Bradley, donnant aux Américains la tête de la course finale vers l'Allemagne. Lorsque vint le franchissement du Rhin, Eisenhower laissa les Américains en tirer la gloire, laissant Monty organiser son propre passage élaboré, qui compta peu dans l'issue stratégique. Ce moment du « tais-toi » ou « pars » consacra également la domination américaine dans le monde d'après-guerre. Ce fut l'instant où le relais passa définitivement de l'Empire britannique aux États-Unis. Churchill le savait. Il confia en privé à ses collaborateurs que Monty avait failli tout faire échouer. Dans les livres d'histoire, ils se tiennent côte à côte le jour de la victoire. Mais dans les couloirs privés du pouvoir, Montgomery était isolé. Il avait gagné ses batailles, mais il avait perdu le respect des hommes qui comptaient. Il demeura un héros pour le public britannique, mais pour le haut commandement allié, il était devenu un handicap que l'on avait neutralisé. Il conserva ses étoiles, mais il perdit sa voix. L'histoire se souvient souvent de la bataille des Ardennes pour ses chars et sa neige. Pourtant, la bataille la plus dangereuse se joua avec un stylo dans un bureau chauffé. La victoire d'Eisenhower sur Montgomery ne fut pas tactique. Ce fut une victoire du caractère sur l'ego. Elle nous rappelle que dans le monde à très hauts enjeux de la guerre mondiale, le génie ne suffit pas. On peut être un tacticien brillant, un héros national, mais si l'on ne respecte pas les hommes qui saignent à vos côtés, on ne vaut rien. Montgomery pensait être plus grand que la guerre. Eisenhower lui montra qu'aucun homme n'est plus grand que la mission. Ce jour-là, l'Alliance ne fut pas sauvée par un canon, mais par un ultimatum